Bonjour, bonsoir et bienvenue à Entre deux shows. Aujourd'hui, c'est la première émission, fait que j'ai décidé de me mettre sur mon 31 et j'ai le bonheur de commencer avec une émission de mon enfance qui reprend vie sur Netflix puis qui en est déjà à sa deuxième saison et j'ai nommé les Teen Titans. Y a-tu quelque chose de plus fun que de pouvoir revoir les héros de notre enfance? Voir de vrais acteurs reprendre ces personnages-là au grand écran, réinventer le tout pour donner à nos souvenirs des nouvelles nuances, des nuances plus sombres, plus licencieuses, plus réalistes. Oh non, pas encore! Jusqu'à quel point devrait-on avoir le droit de transformer une œuvre originale pour en refaire autre chose? Les dernières années ont été folles pour ce qui a trait aux super-héros. Tout le monde a voulu en profiter pour modifier l'histoire des différents personnages à leur manière. Certains essais étaient réussis, puis d'autres moins. On accuse aussi souvent les plus fins connaisseurs de bande dessinée d'avoir une fermeture d'esprit face aux nouvelles interprétations de leurs personnages préférés. Mais faut pas oublier que quand Disney y ont sorti leur nouveau film au grand écran, remasterisé en vrai, tout le monde les a applaudis quand ils ont vu Dumbo puis Aladdin être repris quasiment scène par scène. La question que je me pose, devons-nous considérer à changer une œuvre pour la rendre plus en phase avec les courants populaires? Ou devons-nous plutôt garder le concept original intact pour le redonner fidèlement au grand public? Là, je vais vous introduire rapidement certains des personnages emblématiques des Teen Titans. Alors, si pour vous cette équipe-là n'a aucun secret, je vous suggère d'immédiatement sauter les prochaines minutes puis de sauter aux scènes suivantes. Pour ceux qui vont rester avec nous, les Teen Titans ont eu plusieurs membres à leur actif, mais la majorité du temps, on leur reconnaît, grâce à leur emblématique série animée sortie en 2000, 5 personnages principaux. Oui, Robin, mais pas n'importe quel Robin. On parle de Dick Grayson, le Boy Wonder. Non seulement le premier acolyte de Batman, mais aussi le premier acolyte du monde des super-héros. Tout jeune, il vivait dans un cirque avec sa famille, tous les trois acrobates, qu'on appelait les Flying Grayson. Un jour, on assassine ses parents et on fait passer tout ça pour un accident. Dick Indeed. Vous savez, je pense que ça nous montre que c'est très important de bien choisir le nom de nos enfants. Parce qu'on n'a pas envie que dans une situation d'urgence, notre dernier mot avant de mourir, ça soit leur nom, puis que ça soit Dick. I think the Flying Graysons might have to change their name. Le jeune Richard, ou Dick pour les intimes, est recueilli par nul autre que Bruce Wayne, playboy et milliardaire. Lorsqu'il apprend que son bienfaiteur est aussi l'illustre Batman, Dick est amené à s'entraîner à ses côtés et devenir Robin. Ainsi, Batman espère qu'en offrant une meilleure vie et une figure paternelle à son acolyte, il pourra préserver son cœur et en faire le prochain défenseur de Gotham. Un jeune homme charismatique et enjoué, il sera le leader des Teen Titans. This team needs a leader. And it's you. Dude, you're a 13-year-old kid. Sur la planète Tamaran, dans le système Vega, vit une jeune princesse nommée Koriand'r. Les habitants de cette planète ont la peau orange et les yeux verts et peuvent absorber les radiations cosmiques et projeter de l'énergie. Blackfire, sa sœur jalouse étant aspirante au trône, monte un coup pour le lui voler et elle la revend comme esclave dans les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Une fois libérée, elle se retrouve sur Terre et aidée des Teen Titans. Ouais, c'est vrai. Elle apprend différents langages en collant ses lèvres sur celles d'une autre personne. Fait que ça lui donne souvent des drôles de premiers baisers, en fait. There. Now maybe we can be... If you wish not to be destroyed, you will leave me alone. Grâce à ses nouveaux amis, elle trouve refuge dans la Titan Tower en attendant de reprendre le trône à sa sœur. On mélange le tout à sa bonté profonde et on obtient le cocktail idéal pour la plus belle et puissante des princesses extraterrestres. I am the cool Shamalamamumu. 3. Garfield Logan était un jeune enfant qui vivait dans la savane africaine. Lorsqu'il fut atteint d'une maladie incurable, ses parents, de brillants scientifiques, concoctèrent un sérum prototype qui changerait son ADN en celui d'un autre animal pendant 24 heures qui est naturellement immunisé.
Le remède fonctionne, mais a comme effet secondaire de le rendre vert de la tête aux pieds et de lui permettre de se transformer en n'importe quel animal à volonté. Malheureusement, cette joie sera de courte durée, car la mort accidentelle de ses parents le marquera profondément. Ensuite, recueilli par une bande d'étranges super-héros nommés la Doom Patrol, Garfield trouve des parents adoptifs. C'est ainsi qu'on l'amène aux États-Unis, et là, il deviendra un membre des Teen Titans. Toujours prêt à la blague, il trouvera là, enfin, une vraie famille. I'm the entire animal kingdom, crammed into a single magnificent specimen. Raven est une jeune fille à moitié démon, née de l'union de sa mère, une humaine faisant partie d'une secte, et Trigon, son père, un démon venu d'une autre dimension. I must be the luckiest girl in the world. Suite à cette conception, sa mère se retrouve à Azarat, une dimension entre les dimensions, là où elle et sa fille pourraient vivre en sécurité de Trigon. Là, Raven pourrait apprendre à contrôler ses pouvoirs, faute de quoi son père s'emparerait d'elle pour détruire la Terre. C'est ainsi que Raven rencontrera les Titans pour la première fois pour les prévenir de l'attaque imminente de Trigon. On se souviendra d'elle surtout pour son Azeroth, Metreon, Zinthos! l'un des plus puissants membres de la Teen Titan. Son pouvoir n'a d'égal que son caractère. What's the matter? Afraid of the dark? Bye! Victor Stone, un jeune sportif avec un avenir prometteur. Toute sa vie semblait bien aller, sauf pour la relation avec son père, un brillant scientifique. Son père était trop absorbé par son travail pour voir qu'il passait à côté des moments importants de la vie de son fils. Lorsque Victor voulut confronter son père à ce sujet, un accident dans le laboratoire l'emporta dans une explosion. Étant au bord de la mort, son père n'a d'autre choix que d'utiliser la source de ses recherches de la technologie extraterrestre pour lui sauver la vie. Et voilà comment naît Cyborg. Son physique et son avenir meurtris par l'accident, Victor fuit son père avant d'être retrouvé par les Teen Titans qui verront en lui bien plus qu'il n'a perdu, mais bien l'étoffe d'un vrai héros. Alors, l'émission commence sur un chapiteau avec de la brume puis une fille qui entre lentement à l'intérieur. Tout ça a l'air ben épeurant, mais on va évidemment vite se rendre compte qu'il est vide. Donc, à date, je comprends une chose. Que la fille, avec son style emo-goth, là, ça doit être Raven. Bon, c'est sûr que comme dans chaque adaptation qu'ils ont faite en vrai, ils vont nous donner le look qui aurait l'air le super-héros avant d'avoir son costume. Ce qui est une bonne chose, j'imagine. Sauf que Raven, elle vient d'une dimension qui s'appelle Azarat. Donc, elle n'a pas vraiment un costume, mais bien les habits traditionnels de là-bas. Fait que j'ai déjà un mauvais pressentiment. When we reach the end, you won't like me anymore. He already doesn't like me. Ben non, ma belle, t'inquiète pas. T'es vraiment la moins pire dans cette émission-là. Tout à coup, il y a des panneaux qui s'illuminent avec les mots Flying Grayson décrits en lumière. Il y a des acrobates qui vont apparaître puis qui vont nous commencer un numéro de haute voltige. Alors, ne sachant pas trop qu'est-ce que l'on doit comprendre en ce moment, on va faire comme Raven puis on va les regarder, ébahis par un moment magique. Ah! Bon, c'est sûr que c'est plus autant magique quand la corde elle pète puis que les acrobates ils tombent vers leur mort pendant que le petit gars il se met à crier non! Puis que là la petite fille elle se met. Tout ça, c'est très intense, mais je pense pas que ce soit l'histoire de Raven. En fait, entre vous et moi, on sait très bien que c'est l'histoire de Robin. Sauf que je trouve ça un petit peu bas de leur part. Parce qu'ils vont commencer avec un des bouts les plus intenses dans l'histoire de Dick Grayson, Robin. Puis on se demande quand même qui est-ce qu'on a voulu nous présenter. Raven ou Robin?
Mais en fait, quand on y pense, Raven, c'est une empathe. Hein? Elle peut ressentir les émotions des gens qui sont près d'elle. Puis quand on y repense, les Teen Titans, ils habitent tous dans le même édifice en forme de T. Donc ça aurait du sens, ça aurait du sens. Que Robin soit en train d'avoir un cauchemar ou quelque chose du genre, puis Raven, à proximité de lui, vit elle aussi ce cauchemar-là. Donc, là-dessus, continuons. Donc, Raven va se réveiller dans sa chambre, puis sa mère va la... Sa mère? Mais sa mère est là, ça veut dire qu'on est sur Azarat? Pourquoi sa mère, elle serait sur Terre? Je me demande vraiment qui est-ce qu'on a voulu me présenter. Au fait, pourquoi on a voulu me les présenter? Je suis pas censé déjà avoir une petite idée de c'est qui, ou au pire, apprendre à les connaître à travers les aventures qu'ils vont vivre. Là, sont où les Teen Titans? Suite à cette superbe introduction, on voit un gars dans une voiture qui regarde des gens dehors sous la pluie. Le gars a en main des photos d'enfants battus puis ce qui semblerait être des batteurs d'enfants. Bref, on se sent déjà enveloppé par l'atmosphère comique des Teen Titans. Comme pour une mauvaise blague qui commence, le gars rentre dans un poste de police. C'est Dr. Grayson? Puis il s'appelle Détective Grayson. Ok, mais moi je pensais que c'était lui, là, le petit gars de tantôt, Dick Grayson. Mais là, il est plus vieux que dans la vision de Raven. Je me souviens pas qu'il était rendu si vieux, puis qu'il s'appelait encore Robin. En fait, on devrait le voir avec son costume de Nightwing. Mais écoutez, c'est pas tant important, là, il va rencontrer une fille. Regardons notre charmeur préféré à l'œuvre. Right, Captain Mansion. It's a pleasure. I read your file. You seem to know what you're doing. You keep doing your thing, I'll keep doing my thing, we'll be good. Je suis désolé, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant déplaisant. He's from Gotham, likes to work alone. Ah, mais c'est parce qu'il vient de Gotham. Fait qu'on va tous compatir de bord. Gotham? Jesus. C'est tout? Pas plus? Me semble que ça m'en prendrait un petit peu plus que me faire dire il vient de Gotham puis il aime ça travailler tout seul. He's from Gotham, likes to work alone. Ok. C'est bon. Il a le droit d'aimer ça travailler tout seul. Puis de venir de Gotham. What happened to his last partner? Yes, by the Joker. Who knows? Ah, gazé par le Joker. Parle-t-on de Batman ici? Et non, à la place, on va nous ramener à Traverse City, Michigan, chez Raven. Oui, pour nous rappeler que c'est pas la Titan Tower. Fait que là, on va aller retrouver la mère de Raven qui va se réveiller avec des lacérations sur le corps. Ça l'énerve pas trop à voir comment elle se dirige tranquillement vers la cuisine pour rejoindre sa fille pour probablement un des rares bons moments de la série. You never sleep anymore. No, not often. It's because you're scared of me. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Ça passe vite quand on s'amuse, hein? Mais là, pour vrai, il y a un des bouts les plus inutiles de la série. Ça commence avec son gentil voisin compréhensif qui menace d'appeler la police si les cris continuent de le déranger durant la nuit. Weirdo. Ensuite, Raven se fait intimider dans l'autobus. Le gars qui la défend se prend une baffe, mais une bonne baffe. Après ça, elle se fait traiter de slut. Elle essaie de remercier le gars. Matt, thanks for... Il l'ignore et elle retourne chez elle, à travers City, Michigan, pas la Titan Tower. À la maison, un homme l'attend avec sa mère en otage. Le gars tue sa mère, mais avant, il va lui dire que c'est pas sa mère. No, don't do it. Fait que
c'est moins grave. There. Now that's better. En tout cas, Raven, elle, est pas d'accord que c'est moins grave, puis elle crie à en faire couler tout son mascara, puis elle jette le prêtre dans le mur. Ou en tout cas, ça a l'air d'un prêtre, là. Raven en profite donc pour fuir. Il me semble qu'il manque un petit quelque chose quand elle sort de la maison, non? Traverse City. On se fout bien de vos troubles émotifs. Pendant que Raven prend la poudre d'escampette, on retourne voir Robin qui fait sa job de détective et espionne des gens louches, les batteurs d'enfants de tout à l'heure, qui s'apprêtent à faire un deal de drogue caché dans des peluches de Beast Boy. The kids love it. Encore une fois, on va exploiter votre empathie humaine avec, une fois de plus, de l'abus d'enfants. C'est drôle, hein? Les méchants dans la série font la même chose que la série fait à l'enfant en moi. Est-ce là de la mimésis? Mais heureusement, tout ça va être interrompu par notre héros favori des ruelles sombres. Non, l'autre héros favori des ruelles sombres, Robin. Where's Batman? Ok, c'est bon. Y a pas Batman, pis y a pas plus son costume de Nightwing. Mais je vous promets que c'est le moment que Robin a de nous montrer qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour faire régner la justice. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais? Robin, arrête ça, voyons donc. Lâche-les. Laisse-les tranquilles. Voyons, arrête! Puis juste après avoir battu, de quoi que je parle, clairement qu'il les a tués, Robin va se retourner vers la caméra puis nous faire un petit... Fuck Batman. Ouais. Fuck Batman. Je suis pas mal sûr que Dick Grayson soit pas le genre de gars qui dirait fuck Batman. En fait, je suis pas mal sûr que dans la série originale, un des moments les plus marquants, c'était... Who knows? I might even become like a father to you. I already have a father. Là, je vous entends me dire, c'est quoi le costume que Robin y a en ce moment? C'est qui le méchant avec lui? La manière qu'il y a de dire ses répliques sont vraiment cool. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Ben non. Nous, c'est pas ça l'émission qu'on regarde. Nous, on est en train de regarder la nouvelle version des Teen Titans, plus sombre, puis plus licencieuse, ok? Là, c'est sûr que j'aimerais vous dire que cette réplique-là trouve son explication dans la scène suivante, mais à la place, on voit Robin, torse nu, en train de laver ses... shurikens, Robinikens, en tout cas, peu importe, ça ressemble pas pantoute à ses Burderheim traditionnels, là. Torse nu, dans son appart laid. Pis là, on nous montre enfin une affiche des Flying Grayson. Si vous aviez pas encore compris que c'était le même gars, là. C'est fou, hein? Ils font vraiment comme si on avait aucune idée c'était qui ces personnages-là. On est en train de regarder une émission qui parle d'une équipe de super-héros. Vous savez ce qui m'énerve vraiment en ce moment? C'est qu'à la place de nous faire vivre une aventure puis qu'on apprenne tranquillement à connaître ces personnages-là, on nous enlève tout le plaisir de regarder une émission avec des super-héros dedans, puis on nous présente un téléroman. Ils n'ont pas leur costume, ils utilisent presque jamais leur nom de code, ils vont jamais se battre contre des super-vilains. Je le sais, je l'ai écouté la série au complet. C'est pour ça que je fais un martyr de moi-même, pour pas que vous ayez à souffrir vous aussi de ce que je vois. C'est pas une émission de super-héros dark, comme tout le monde dit, mais c'est un soap opera américain. Alors, on retourne au poste de police où le chef est en train de montrer aux autres policiers des images d'une caméra de surveillance en train de filmer les criminels faire un échange de drogue. Une caméra de surveillance que Robin
l'ancien partenaire de Batman, devenu détective, a pas vu la caméra qui aurait incriminé tout le monde de manière légale, sans avoir besoin de sortir son costume puis de casser la gueule de tous ces gens-là. Écoutez, l'émission commence à être longue un peu, fait on va nous mettre un petit bout de musique entraînante pour faire changement, puis oublier un petit peu qu'est-ce qu'on vient de voir. Woo! Yeah! Woohoo! Oh yeah! Woo! Yahoo! Yahoo! Yeah! Sauf que, entre Robin qui est dépressif puis Raven qui fuit sa demeure après la mort de sa pseudo-mère, je crois pas que d'insérer une musique rythmée peut vraiment compenser. Ensuite, elle arrive à un endroit où on aide les plus démunis. La scène est bien faite, puis la transition de sécurité qui est subitement retournée à un état de danger imminent, c'est excellent. Puis ça donne un petit peu de continuité à la scène du prêtre meurtrier de tantôt, là. Mais Raven sent anguille sous roche et trouve une façon très particulière de s'en sortir. Concluant, n'est-ce pas? Et tout ça nous mène enfin à la rencontre entre Robin et Raven. Pour la première fois, on va voir deux membres des Teen Titans se rencontrer. En fait, pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps à nous les présenter? Pourquoi ça prend autant de temps avant qu'ils se rencontrent? À date, là, il y a deux personnages dans leur équipe. Ça, c'est pas vraiment une équipe, c'est un duo. Fac, y en a-tu d'autres? Des personnages de Titans dans cette série-là qui s'appelle Titans? Oh, enfin, ça m'a tout l'air d'un nouveau personnage, ça. Ah, il est noir, fait que je pense que je sais c'est qui, ça peut pas être grand monde. Ça doit être Bumblebee. Mais c'est une drôle de couleur de cheveux, pareil, hein. C'est Starfire? Mais voyons donc, ça se peut pas. Starfire, c'est pas une afro-américaine, c'est une extraterrestre. Les gens de sa planète qui ont la peau orange. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? De représenter les gens orange, extraterrestres, noirs? Est-ce que toutes les gens de sa planète, ils ont la peau noire aussi? Ou est-ce que si on voit des gens noirs, mais la madame avec les sans-abri, le prêtre meurtrier de tout à l'heure, est-ce des extraterrestres ou seulement des représentations d'Afro-Américains? Green Lantern aussi, il est noir avec des yeux verts. Mais c'est pas un extraterrestre, c'est un être humain. Fait que si je le vois dans la série, parce qu'il est aussi dans DC Comics, est-ce qu'ils vont l'avoir mis orange pour que je puisse le différencier des autres? Puis toutes les autres noirs, tant qu'à y être, me semble que ça fait pas de sens. Puis si vous trouvez que c'est juste trivial comme problème, ben je suis vraiment déçu de vous. Parce qu'en fait, dans DC et Marvel, il est assez rare de retrouver des extraterrestres qui ont les mêmes morphologies ou ne serait-ce que la même couleur de peau que les humains normaux. En fait, je trouve que ça ressort plutôt d'une paresse de conception que d'autres choses, que de pas juste l'avoir teint orange tant qu'à ça. Ça aurait pas été si grave. Selon moi, ils ont vraiment manqué une bonne occasion de vraiment représenter les Noirs dans leur émission. Parce que des Noirs dans les Teen Titans, là, il y en a déjà, puis plus que un. Il y a Cyborg, un des membres principaux de la série originale des Teen Titans, puis Bumblebee, si tu veux vraiment une fille noire afro-américaine dans ton émission. Puis au pire, on aurait pu aller vers Aqualad, parce que depuis la série Young Justice, ils ont mis Aqualad qui était blanc en noir, puis tout le monde est correct avec ça. Puis vous savez pourquoi est-ce qu'on est correct avec ça? Parce que les Atlantéens, ils ont aussi des noirs et des blancs dans leur race. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce qu'il y en a vraiment plus à dire? Ben oui, il y en a plus à dire. La sacoche puis le manteau de poêle, c'est bas de gamme. On fait juste se demander si l'actrice avait une maquilleuse ou était pognée à s'arranger toute seule. En plus, les gars qui la suivent avec des guns réussissent à la perdre dans le bois
pendant qu'elle porte des longues bottes à talons hauts mauves avec un kit mauve, sans compter que ses cheveux sont rouges pétants. Quelle bande d'incompétents. Fait qu'elle va s'enfuir puis se retrouver dans une station-service où elle va apparemment avoir pris de la drogue. J'imagine. En tout cas, elle a l'air un peu d'une débile léger. Oh, elle fait peut-être de l'amnésie. Ah, c'est cool ça, un nom d'hôtel. Mais comment qu'elle va faire pour s'orienter là-bas? Juste même lire le mot devrait être compliqué pour elle. C'est une extraterrestre. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'elle est à Vienne en Autriche. Oh, excusez-moi, en dehors de Vienne, en Autriche. Ben, on dirait que c'est pas important pantoute. La voilà qui arrive, et elle semble en pleine possession de ses moyens. À part avoir oublié qui elle est, elle parle tout de même l'allemand, semble avoir une bonne notion des coutumes terriennes. Faut quand même pas oublier qu'à la base, c'est une princesse réfugiée d'un monde extraterrestre qui a de la misère à s'adapter à notre planète et à ses coutumes. Là, on lui a donné des caractéristiques qui sont étrangères à Starfire, puis on essaie de nous faire croire que c'est le même personnage qu'avant. Wir werden sie genau dasselbe charakterisieren. Pis ça, c'est très déplacé. Veut-on vraiment avoir un personnage qui est réduit à se promener en talons hauts, côte de poêle et sous-entendu sexuel, avec pourquoi pas un petit café? Ja, ein Café wäre toll. Rendu dans la chambre, elle trouve un gars pas mal amoché, attaché dans son placard. Vous savez, son amnésie, je la trouve quand même assez sélective. Non, mais la fille, c'est une extraterrestre, ok? Elle se ramasse sur une planète étrangère pendant pas trop longtemps, puis après qu'elle soit cognée la tête dans un accident de voiture qui, je pense pas qu'une fille qui se bat contre Wonder Woman souffre d'amnésie après un accident de voiture, elle se rappelle même plus être une extraterrestre. Mais ce qu'elle se rappelle, par exemple, c'est comment parler allemand, maîtriser la culture terrienne comme une chef. Je veux dire, elle se rappelle même c'est quoi un bon petit café. Mais elle se rappelle pas que dans un garde-robe, dans une chambre d'hôtel, elle a laissé un gars attaché, tout pété. C'est elle qui s'est cognée. Fait que pourquoi c'est moi qui a mal à la tête? I don't care about your emotional issues. Weirdo. Le gars dans le garde-robe lui dit qu'il sait pas elle est qui, mais qu'il peut l'aider à retrouver la fille qu'elle recherche. Ça va tellement pas faire de sens. Ensuite, il y a une scène d'action vraiment poche puis inutile qui se finit par Starfire qui se rend compte qu'elle a de la super force avec probablement le coup de poing le moins naturel du monde. Aussi, pourquoi ce coup-là particulièrement? Pourquoi pas ce coup-là? Ou ce coup-là? Ou celui-là? Donc, le gars plus démoli qui était avant crache le morceau sur l'emplacement de la personne qui pourrait l'aider à retrouver la fille qu'elle est supposée vouloir trouver, puis elle lui casse le cou. Wow! Tu sais, pour une émission sur les super-héros, j'ai vu peu de super puis pas beaucoup de héros. Disons juste que, même si le gars il est sûrement méchant, tu peux pas juste y casser le cou après l'avoir séquestré puis battu, puis après ça essayer de me faire croire que ce personnage-là, c'est une gentille. Starfire, c'est la moins anti-héros du monde. Elle casse pas le cou des méchants, mais la cerise sur le sundae du non-sens, c'est qu'avant de partir de la chambre, elle se lève puis elle dit Nouveau plan. Nouveau plan. Mais de quel plan est-ce que tu parles? Du plan que tu avais concocté avant de tomber amnésiaque? Ou est-ce que tu parles du plan que tu aurais eu dans la station-service, là? Oui, le plan juste avant d'arriver à l'hôtel. Ce plan-là, là? Alors là, on retourne au poste de police avec les deux autres troubadours, puis peut-être que c'est moi qui ai mal compris, ou peut-être même que c'est ça la twist, que Raven était là toute jeune quand ça s'est passé dans la vie de Robin, donc il resterait un lien psychique ou empathique d'un moment troublant dans la vie de tous les deux. Who are you? Mais voyons donc! C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui l'a conduit à lui? À date, rien à voir avec son histoire originale. Même que, mis à part le moment tragique de la mort des parents de Robin, il n'y a rien de semblable avec son histoire. Ok. Dans la série très connue qui s'appelle Friends, le premier épisode commençait sur
Tout le monde se connaît. Puis dans des émissions moins populaires, comme les Totally Spies, ils vont nous montrer les filles qui se connaissent toutes déjà. Cashmere belly sweater tomorrow? Sure, that's what best friends are for. Et c'est la même chose dans les Titans originaux. Voyez-vous, quand Netflix a décidé de nous faire des séries sur Marvel Comics, ils ont commencé par nous faire des séries qui s'appelaient Daredevil ou Jessica Jones, puis après ils ont décidé de faire une série qui s'appelait The Defenders, parce que les Defenders, c'est une histoire qui parle de tous ces super-héros-là regroupés dans la même équipe. Bon, c'est ça qui arrive. On prend le temps de réfléchir, 1 minute à peine, puis ça prend pas plus de temps pour que Richard la laisse toute seule pour aller flirter avec sa collègue, revenir pour se rendre compte que quelqu'un d'autre s'est sauvé avec Raven déguisé en policier, qui va finalement la droguer et s'enfuir avec une voiture de police, pendant que Robin regarde plusieurs choses illégales se passer en même temps, puis juste rien faire de héroïque. Dans la vie de tous les jours, Batman, c'est Bruce Wayne, un beau playboy milliardaire. Il est pas censé être capable de casser la gueule de tout le monde. Mais Robin, dans cette émission-là, c'est un détective, entraîné à faire régner la loi. Il n'y a rien au monde qui est censé l'empêcher d'utiliser ses talents pour le faire. Alors là, on se retrouve avec Starfire dans un club, un autre endroit qui nous rappelle beaucoup ce personnage. Vous devez sûrement vous rappeler du 2e épisode de la première saison de la série originale des Teen Titans, intitulée Sister, où on la voit pour une des seules fois dans un club de nuit. Oh, excuse. Ow! You really should apologize after stepping on someone's foot. Est-ce qu'elle a l'air d'aimer ça? The pounding music and blinding lights are quite enjoyable. Everything is not wonderful. C'est ça je pensais. Donc là, elle rentre en contact avec le gars qu'elle cherche depuis le début, un gros mafieux pas fin. Il va lui dire qu'il était en amour avec elle, mais elle... Yeah, I'm pretty sure that's a no. Fait qu'il tire dessus. Wait! Au final, cette scène-là est bien faite. Mis à part peut-être le fait que la chanson chante I Feel Love, puis que Starfire vient de lui dire que non, elle l'aime pas. Puis je comprends pas c'est quoi le but des années 80 tout le temps. T'as pas compris que ton idée avec Starfire marchait pas? T'es vraiment en train de vouloir nous rentrer dans la tête que tu vas faire une référence à Donna Summers avec Starfire. T'as dû t'en rendre compte à un moment donné que ce que t'étais en train de faire, ça n'avait rien à voir avec les Titans. Mais pour l'amour de Dieu, de Saint-Barthélemy, d'ivrogne, de fond de cale, de chien vache. Pourquoi est-ce que son feu, il est pas vert? Pourquoi c'est pas des lasers verts? Ses yeux sont verts. Fait que c'est quoi ton problème? Sa peau est pas orange, mais son feu, oui? Caliboire, quand tu connais pas tes couleurs, tu demandes de l'aide? Mais ce qu'il y a de pire là-dedans, c'est qu'ils ont essayé de faire un lien pas rapport entre les origines de Starfire puis de Raven. Hey les clowns, c'est pas parce que vous produisez des séries inspirées de bandes dessinées que ça veut dire que vous connaissez toutes sur les bandes dessinées puis que vous n'avez pas besoin de demander l'aide à personne. Parce que je veux vous rappeler que Riverdale, c'est pas mal loin du matériel original. Là, on arrive au bout cool de l'épisode. Non, pour vrai, c'est vraiment génial comme moment. Raven est attaché dans une place lugubre avec des chandelles puis des calices qui contiennent des bouts de chair. Puis le gars du début, le prêtre tueur, s'approche d'elle avec un couteau pour la sacrifier en lui sortant un discours de religieux en quête sainte pour empêcher l'apocalypse. You're the skin of the lamb, the sheath by which he will penetrate this world and seed its destruction. Non mais montrez-moi donc le début de ce personnage-là à la place. Lui, il a l'air d'avoir une histoire à raconter au moins. Malheureusement, l'histoire d'en apprendre plus sur ce personnage-là s'évapore quand Raven va entrer par la bouche du prêtre et qui va vomir tous ses organes sur le plancher. Robin va faire la seule chose logique que quelqu'un qui serait témoin de ça ferait. Il va prendre Raven dans ses bras, lui dire que ça va bien aller, puis il va l'amener faire une balade en Porsche. Et après tout ça, on va se retrouver à Covington, Ohio. Sûrement la ville la plus connue, là-bas. Dans un magasin d'électronique, un gardien de sécurité passe le temps en jouant probablement au meilleur jeu du monde sur la PlayStation.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement, des bruits détournent son attention de son super jeu vidéo et perdu dans une jungle virtuelle, belle image en passant, il tombe nez à nez avec un tigre vert. Et le tigre fuit avec un jeu vidéo. Ça va trop vite, j'ai l'impression que c'est un jeu de Xbox, mais... Ah, tant d'intrigue! Et finalement, ça aura pris environ 50 minutes, mais enfin, on voit Beast Boy. C'est qui, ce gars-là, avec les cheveux verts? C'est le Joker? Le fils du Joker? Pourquoi est-ce qu'il est nu? Est-ce que c'est parce que ça fait plus réaliste et sombre? En plus, il se transforme tellement plus lentement que dans la version originale, c'est pas mal moins utile en combat. Et c'est ainsi que notre premier épisode se termine. Puis pour les petits fins finaux qui ont pu remarquer, ben non, on n'a pas vu Cyborg. Est-ce qu'on va le voir dans le prochain épisode, peut-être? Non, on le verra pas dans le prochain épisode. Ni le prochain, ni les autres suivants. En fait, il y a comme une drôle de chose qui fait qu'on peut le retrouver dans la série Doom Patrol, auquel je me rappelle pas que Cyborg ait souvent été affilié. En conclusion, est-ce que j'ai aimé l'émission? Vous la recommanderais-je? Surtout, non. Voyons le tout comme ça. Si je vous amène jouer une partie de hockey, puis que rendu là-bas, sur la glace, tout le monde a des patins, des casques, puis toute l'attirail nécessaire pour jouer au hockey, mais on joue au baseball. Vous allez me dire, c'est un nouveau sport très très intéressant. Peut-être, mais je pourrais pas vous faire à croire à la fin de la journée que je vais vous avoir fait jouer une partie de hockey, par exemple. Je crois que la série Titans nous montre parfaitement où l'on doit mettre la ligne entre une idée originale et l'innovation. Bien sûr qu'à travers les années, beaucoup de versions différentes émergent dans le monde des super-héros, puis ça, même les plus grands fans de bande dessinée peuvent s'entendre là-dessus. Il n'en reste que chaque version rajoute une couche aux personnages qui y prennent part, tout en cimentant les anciens aspects qui démontrent déjà la tridimensionnalité de ceux-ci. Et c'est précisément ce que Titans ne fait pas. En essayant de nous offrir une version trop nouvelle, on perd l'essence même des Teen Titans qui nous font les reconnaître en tant que groupe. Pendant ce temps-là, personne n'ose adresser la question « Pourquoi Starfire est pas orange? Pourquoi? Ça aurait été si grave de teindre une noire orange? » Ce que ça me montre à moi, c'est la paresse des gens qui disent avoir des concepts originaux. « Ah, il est original ton concept. Netflix a pas menti. Mais c'est pas bon. » Ce qui est dommage, c'est que les bons points de la série se résument à ce qui aurait pu être fait. En gros, les acteurs semblent être investis et vouloir jouer leur rôle. On se doute fort bien qu'ils vont devenir ou qu'ils sont déjà des très grands acteurs et qu'ils vont avoir une bonne carrière devant eux. Mais les tons sombres puis monotones, les costumes laids puis le script boiteux fait que ça laisse pas beaucoup de place pour leur talent à briller. Quant à l'actrice qui joue Starfire, selon moi, elle aurait rempli à merveille le rôle de Bumblebee. Puis ça nous aurait permis de pouvoir rajouter un petit peu de substance à ce personnage-là qui en manque un peu. Ça nous aurait permis de pouvoir la voir voler à travers les... Voler! Personne ne se déplace autrement qu'en placement de produits motorisés. L'histoire, quant à elle, avait vraiment l'étoffe d'une histoire que j'aurais voulu voir être adaptée avec des personnages originaux dans un univers unique. Le détective mystérieux, la prostituée meurtrière, la jeune possédée, puis le change-forme. Mais elle n'a pas du gain, j'imagine, et de juste vouloir étamper lettres D et C à nous en priver d'une véritable œuvre originale. J'espère qu'à l'avenir, on va voir plus d'artistes émergents visionnaires, puis moins de carriéristes qui veulent facilement faire fortune. En fait, tout ce que je voulais, c'était que son feu, il soit vert. Vert! Vert!